alimentaire, un sujet fort intéressant de base de la nutrithérapie. Après le premier sujet de février dernier, qui s'intitule les incompatibilités alimentaires, c'est un choix qui nous a proposé qui était judicieux, puisque dans notre pays maintenant, tout ce qui est nutrition est en vogue, surtout sur les chaînes radio, où M. Ramdani présente de multiples interventions. La purothérapie, on aromathérapie, et je passe en charge. Je remercie également le groupe Danone Végétatif Médical. C'est des partenaires fidèles et nous avons continué ce partenariat. Je remercie leur conseillère de nutrition, Mme qui va nous faire en fin de présentation un petit aperçu sur les produits laitiers. Et sans plus tarder, je passe la parole à M. Ruben. À mon tour, je remercie l'ASPA et c'est toujours un honneur et un plaisir d'être parmi vous. Bon. Et c'est toujours avec plaisir de partager ensemble les thèmes qui abordent de près ou de loin le fameux volet qui est d'un organe intérieur à savoir la nutrition. L'importance de la nutrition dans notre quotidien et aussi l'importance de la nutrition comme base de prévention, comme base même thérapeutique et aussi comme base d'accompagnement de nos clients et de nos patients. Avant, on avait eu comme thème l'incompatibilité alimentaire. On avait essayé ensemble de faire un petit mélange pour choisir judicieusement nos plats et nos mets. Aujourd'hui, le thème va être un thème plus contraint. C'est un thème, c'est vrai, que vous allez voir durant l'exposé, que ça va être pour peaufiner un peu nos connaissances, peut-être même de permettre pour les aiguiser. On vous a fait une copie des bases, c'est-à-dire des besoins en vitamines. C'est une copie des vitamines qu'on vous a distribué comme produit. Les indications de la vitaminothérapie, les contre-indications et l'apport de la vitaminothérapie par rapport à différentes pathologies. La nutrithérapie, en fait, il y a plusieurs définitions de parler du même thème, savoir la nutrithérapie. C'est soit la nutrition orthomoléculaire, c'est le problème de santé, ou alors cette molécule en elle-même, la carence nous a occasionné un des problèmes de santé, médecine orthomoléculaire, nutrithérapie orthomoléculaire, et j'en passe parce qu'il y a également plusieurs autres définitions. 3-4 raisons en fait sont là pour supplémenter. D'ailleurs, on reçoit souvent des représentants médicaux qui viennent nous conseiller une supplémentation alimentaire. Et je trouve souvent d'ailleurs que les arguments qu'ils nous apportent ne répondent pas vraiment aux réels besoins. La première, les carences d'apport en nutrition, en nutriments. D'abord parce qu'il y a actuellement, on assiste à la malnutrition, à la bouffe, à la nutrition qui nous apporte très peu de nutriments, de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, d'acides aminés et d'acides gras essentiels. Les régimes carentiels, d'ailleurs, on assiste chaque semaine, chaque mois, l'apparition d'un nouveau type de régime hyperprotéiné, un régime basé sur l'index glycémique. Il y a le végétarien, le végétalien, le régime Cosmine, Montignac, plusieurs types de régimes. Et la conséquence souvent de ces régimes-là, c'est une carence en nutriments qui peut avoir des retentissements négatifs sur notre état de santé.
Les carences d'absorption par rapport aux pathologies intestinales et de cycle de la nutrition, on est pour beaucoup en ce qui concerne l'apparition, l'incidence et la prévalence de ces problèmes de santé, les carences d'utilisation. Et là, la dernière fois, on avait abordé le thème des incompatibilités alimentaires, le phénomène de la chélation, de la chélation selon les écoles. Alors, le phénomène de la chélation et aussi des mélanges acido-basiques en sont également pour beaucoup par rapport à ce problème de carence. Sans parler, bien sûr, des habitudes industrielles, des tendances industrielles par rapport à la production de nos aliments. On en a parlé la dernière fois en quelques minutes. Je le répéterai peut-être. Actuellement, on ingère beaucoup de produits qui sont issus d'une agriculture qui n'est pas biologique, où l'on utilise beaucoup d'insecticides, beaucoup de pesticides, où l'on utilise beaucoup d'engrais chimiques. Ces engrais chimiques, à la longue, ce sont des produits qui appauvrissent la terre, qui, c'est vrai, c'est un apport de potassium, de phosphore et de sodium, 3 ou 4 minéraux, alors que la nourriture, nos aliments, nos fruits, nos légumes ont besoin de quelque chose comme 53 minéraux et oligo-éléments. Notre corps également manifeste tout le temps ce besoin. On a besoin de manganèse, de magnésium, de sélénium, de zinc, de fer, d'or, de chrome, ce fameux inconnu dont on parlera tout à l'heure. Donc, le résultat de cette industrialisation de notre agriculture, c'est bien sûr cette carence que tout le monde, nos produits sont carencés par la suite. Les nutriments, on entend par nutriments les vitamines, les minéraux, les acides gras et les acides aminés. Les vitamines. Les vitamines sont des substances sans valeur énergétique propre, nécessaires à l'organisme, non synthétisées par l'homme. Donc ce sont des produits également essentiels, fournis par la ration alimentaire. On peut les diviser en deux groupes, le groupe des hydrosolubles et le groupe des liposolubles. Le groupe des hydrosolubles B et C, tout le groupe B et les C, et les liposolubles, les A, D, E et K, qui est absorbé au niveau du duodénum grêle et proximal, diffuse, qui est transporté via la veine porte puis le foie sous forme de pyrophosphate, qui est sa forme active, la pyrophosphate de thiamine, et qui diffusera par la suite dans les tissus pour jouer le rôle dans la dégradation du glucose, des lipides et également des acides aminés, en plus bien sûr de son effet antidépresseur. Les sources. Les sources est un point très important. Il suffit de mentionner les germes de blé, le foie, les produits, les protéines d'origine animale, les céréales, les lentilles, le pain complet est une très très bonne source de B1. Par contre, le pain blanc l'est moins. Là, c'est une molécule qui est sur le plan, c'est-à-dire lorsqu'on hydrosoluble. On avait parlé la dernière fois peut-être quand on procède au lavage intense sous l'eau courante de nos fruits et légumes, on perd beaucoup de vitamines hydrosolubles. Là, c'est une notion qui est très très importante. Donc, optez pour un lavage qui est correct, éviter l'eau courante. Les signes cliniques de la carence, fatigue inexpliquée, troubles de l'humeur, fibromyalgie, ce fameux inconnu, les névrites, le stress, les dépressions et les problèmes cognitifs. Les personnes à risque. Les personnes à risque, c'est surtout les grands consommateurs d'alcool, les femmes sous contraceptifs oraux, ce sont des personnes qui trouvent beaucoup de mal à absorber de la vitamine B1. Donc ce sont des personnes ce sont des sujets, il faut penser à cette chose, comme c'est mentionné dans les copies que vous avez, il faut penser à une supplémentation en vitamine B1. La vitamine B2,
Là encore, l'absorption elle est intestinale et l'élimination elle est en partie urinaire. L'apport quotidien recommandé est de 1 à 2 mg, mais en supplémentation, en nutrithérapie, on peut aller jusqu'à 300 mg par jour. C'est une molécule, la riboflavine, contrairement à la thiamine et aussi à la biotine, la vitamine B8, s'alimentent très très mal, qui ont de très mauvaises habitudes alimentaires. Et là, je donnerai l'exemple de quelques des célibataires âgés, hommes, habitants, tous ceux qui mangent tout le temps n'importe quoi, tout le temps des petits sandwichs à la vanne très vite. Et personnellement, j'ai vu un cas pareil où il m'a suffi de redresser ses habitudes alimentaires pour assister à une amélioration de tout ce tableau. La population à risque, bien sûr, encore une fois, les personnes âgées, les femmes sous pilule, et bien sûr, on en parlera toujours des fameux régimes amincissants. En ce qui concerne les sources alimentaires, les levures sèches, pour le germe de blé, c'est beaucoup plus une bonne source de la vitamine B1, d'autres vitamines B, de vitamine C, d'autres oligo-éléments également. Pour la vitamine B2, ça l'est un peu moins. Peut-être en fin on partagera ensemble comment faire préparer soi-même la germination, qui est une bonne source de nutrithérapie complémentaire et naturelle. Les champignons, les produits laitiers sont une bonne source également de la vitamine B. La vitamine B3 ou vitamine B ou la niacine ou l'acide nicotinique. D'abord, la constatation où il a été isolé suite à la constatation chez quelques personnes du syndrome de Pelacre. C'est une association des 3 D, dermite, diarrhée et démence. Et c'est heureusement, fort heureusement, c'est une pathologie que l'on voit rarement sortir dans les pays tiers-mondistes où la malnutrition par carence, parce que carence occasionne toujours ces états d'avitaminose dans le syndrome de Pelacre. D'ailleurs, vitamine P, justement parce que c'est un moyen de prévention Pelacre prévention. Donc, dans une étude qui est très très intéressante, où la supplémentation a été installée sur plusieurs personnes, l'échantillon était à peu près à 9000 personnes, où l'on a assisté à une amélioration, une baisse considérable de cholestérol, avec une diminution de cas de mortalité suite à des complications cardiovasculaires, et également c'est un très bon moyen pour prévenir pas mal de cas de cancer. Mais il n'a pas été remarqué de différence, c'est-à-dire on a essayé de jouer avec en plus de la supplémentation en vitamine B3 et leur association avec la statine. Là, la différence n'a pas été remarquée entre statine seule ou association avec les statines. La vitamine B3 et son métabolisme, le rôle physiologique, production d'énergie, glycolyse, lipolyse, dans la synthèse des neuromédiateurs dopamine, sérotonine, noradrénaline et de l'hormone mélatonine. Leur production, elle intervient beaucoup dans ce cycle de tryptophane pour production de sérotonine, neurotransmetteur, qui produira par la suite la mélatonine. Comme tout le monde le sait, c'est l'hormone du sommeil. Donc, les sources là également, c'est à peu près la même chose, c'est à cheval entre les sources, les vitamines B1 et B2. Comme un mélange, faisons en sorte que notre alimentation soit une combinaison de plusieurs sources. On a besoin de tous les types de vitamines B. On parlera tout à l'heure de la vitamine B5, B8, B9, B12.
une combinaison entre du pain complet, une bonne portion correcte en protéines, en essayant également, là encore, j'ai parlé tout à l'heure du tryptophane, un excès de consommation en tryptophane, il a été prouvé que c'est une source de manque, de diminution de taux de sérotonine par la suite de mélatonine. Pourquoi? Parce qu'une bonne conscience pour les personnes qui consomment beaucoup de viande, ce sont des personnes qui assimileront, qui chercheront à assimiler beaucoup d'acides aminés. Or, ces acides aminés, par exemple la leucine, la phénylalanine, là ce sont des acides aminés qui entreront en compétition avec le tryptophane. On a parlé pour ceux de la sérotonine et de la mélatonine, à l'origine, sérotonine et mélatonine. Donc, il y aura moins de sérotonine présent au niveau qui traversera la barrière ménagère pour arriver au cerveau. Donc, ce serait très bien d'avoir une alimentation en protéines animales un peu très limite. On pourra compenser par des produits laitiers, par un bon et dérivé, beaucoup plus de dérivés laitiers, du pain blanc, bien sûr, beaucoup de fruits. La forme, on retiendra beaucoup plus l'apport quotidien recommandé 6 à 20 mg et en termes de nutrithérapie. Et là, les représentants, là c'est une petite approche, on parle rarement des apports recommandés en nutrithérapie. L'acide pantothénique ou la vitamine B5, là encore, on a une bonne concentration de cette vitamine. D'ailleurs qui intervient également dans le cycle de plusieurs autres vitamines de groupe B. Donc il y a une corrélation, une interaction entre les différentes vitamines B bien sûr en plus avec les vitamines C, les vitamines B6 et le zinc. Donc il y a une corrélation des interactions. On a parlé tout à l'heure de la vitamine B3 et le tryptophane. Il y a toujours une interaction entre les différentes vitamines et entre eux déjà, et avec les différents acides aminés, les acides gras essentiels, et bien sûr avec les minéraux et les oligo-électrons. L'indication de la vitamine B5, régénération des épithéliums dans les ulcères, les plaies, le retard de cicatrisation des dermites de métal. Bien sûr, on intervient également dans la croissance des phanères de l'alopécie. Si on a un peu de temps, on pourra peut-être faire une projection de phanères dans l'étude de l'onycologie, pour voir la relation entre les phanères, les taches aux phanères. Les taches blanchâtres, par exemple, qui sont signes de carence en zinc. Et donc ces taches, les formes, les stries, etc., et leur corrélation avec les carences en vitamines. C'est une vitamine, la vitamine B5 thermosensible. Donc, d'où l'importance des crudités. L'apport quotidien recommandé est de 7 à 10 mg. La population à risque, l'enfant et l'adolescent, les femmes enceintes, la vitamine B5 participe au développement du fœtus, d'où l'importance de la supplémentation alimentaire, la supplémentation vitaminique chez la femme enceinte, prenne en considération la présence, mais en dose, de nutrithérapie de la vitamine B5 sur le produit qu'on va lui conseiller. La femme allaitante là également. Et les personnes stressées, la vitamine B5 favorise la production du cortisol et de l'adrénaline. L'adrénaline qui est l'hormone du stress instantané et le cortisol qui est l'hormone du stress qui dure longtemps. La pyridoxine. La pyridoxine, plusieurs noms. Son absorption est beaucoup plus jejunale. Rôle physiologique coenzyme de 60 systèmes enzymatiques. Donc, parmi ces enzymes, beaucoup d'enzymes digestives, je citerai l'exemple du peptidase, qui est une enzyme pancréatique qui a pour rôle la digestion et par la suite arriver à l'assimilation des peptides, des protéines. La biotine, dans le catabolisme également des glucoses, du gras, des acides aminés,
et participe à la synthèse des acides gras et du cholestérol. C'est une vitamine qui joue un rôle essentiel dans la digestion du gras, des lipides. Donc, et même dans la prévention des problèmes de cholestérol, moyennant, elle intervient pour élever le taux des HDL, communément connu sous le nom. Pour avoir l'idée, une petite dose en biotine, pensez à une tranche de foie, un peu de champignons, un yaourt, une petite salade de fruits. La vitamine B8, c'est une très bonne association avec tous les types de vitamine B et notamment plus avec la vitamine C, ou ce fameux acide ascorbique dont je vais dire qui intervient, on retiendra beaucoup plus son rôle dans la régénération et la maturité des hématocytes, ou une carence en acide folique, entre autres problèmes hématologiques, notamment l'anémie mégaloblastique. Bien sûr, ça a plusieurs autres. La carence aura plusieurs manifestations, générolastémie par exemple, et neuropsychique, troubles de sommeil, mémoire, irritabilité, etc. Par exemple, je fais un peu vite parce qu'il y a beaucoup de matériel à voir ensemble. Les vitamines peuvent avoir des contre-indications, notamment la vitamine B9 est très appréciée par les cellules cancéreuses. Donc, lors des tumeurs malignes, la supplémentation en vitamine B9 est une contre-indication. Syndrome prolifératif néoplasique, les leucémies par exemple. L'anémie mégaloblastique par carence en vitamine B12. B12 qui a été, pour la première fois, d'ailleurs, tout le monde connaît cette combinaison, comme je vous disais au départ, on ne fait qu'aiguiser un peu nos connaissances ensemble. La fameuse anémie de Bernard chez les personnes atteintes de cancer gastrique ou carrément les personnes gastrectomisées, notamment par rapport à la découverte du facteur intrinsèque qui est essentiel pour l'absorption de la vitamine B12. Soit on leur donne le facteur intrinsèque, ou alors on leur propose carrément la vitamine B12 par voie injectable. Le parcours digestif, action de sucre gastrique de la pepsine séparant la vitamine B12 des aliments protéiques. Comme quoi le passage gastrique est très important. La vitamine B12 se lie à la protéine R d'origine salivaire et gastrique détruite par des protéases pancréatiques et bien sûr le complexeur facteur intrinsèque pour son absorption. Des asthénies, des anorexies, mais beaucoup plus, c'est-à-dire on la reconnaîtrait davantage par les problèmes d'anémie macrocytaire, la leucopénie et le thrombopénie. L'apport quotidien recommandé de 1. Autre cause de la maladie. Faites la différence entre végétarien et végétarien. Le végétarisme est un système, est un régime où la personne est amenée à consommer beaucoup de légumes, mais bien sûr, il est permis de prendre un produit laitier ou des œufs. D'ailleurs, le ovo-lacto-végétarien, le nom du régime. Le végétarisme, c'est un régime vraiment purement végétarien. On ne consomme que les produits végétaux, les fruits, tout autre écart est interdit. Ça s'approche un peu du sectarisme, c'est beaucoup plus du sectarisme, et ce sont des personnes chez qui les premières manifestations cliniques de carence commencent à apparaître à partir de 6 mois. Ils adoptent toujours ce régime, sont obligés d'avoir recours à une supplémentation très coûteuse. La vitamine B12 aime la vitamine B, surtout B6 et B9, et le fer bien sûr. La vitamine B9, c'est-à-dire les personnes qui sont sous ces traitements, remarquez la souffrance ou alors la carence auquel est prédisposée la femme sous contraception.
À quelle dose on peut aller pour la dose recommandée de vitamine C? On peut aller à beaucoup plus que ça. Surtout si on est malade. Pour une personne malade, en état de, par exemple, en état de stress, la personne peut avoir besoin de quelque chose comme 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est-à-dire on peut aller. D'ailleurs, les premiers signes, c'est-à-dire les premiers effets indésirables, selon les signes cliniques, ont été aperçus à une dose de 250. Voilà. Donc la vitamine C, on peut en prendre autant qu'on peut, sans aucun problème. Les effets indésirables de la vitamine C, je donnerai l'exemple également de la chair, parce que dans le monde animal, il y a quelques animaux qui peuvent produire la vitamine C, notamment l'exemple de la chèvre. Il suffit de mettre de côté une petite chèvre, de la stresser, elle va développer au bout de 2 heures quelque chose comme 120 grammes de vitamine C. Parce que nous aussi, stressés, on a besoin de stresser, atteindre le grippe, plusieurs facteurs stressants. Alors on peut consommer autant qu'on peut de vitamine C. L'absorption du ion, la distribution dans le sang total sous forme d'acide ascorbique libre, concentration sanguine, plasma globules rouges, plaquettes et globules blanches, concentration tissulaire dans l'hypophyse surrénale, muscle et le foie, l'élimination beaucoup plus par les voies urinaires. Et justement, d'ailleurs, comme antioxydant, il y a l'antioxydant, son action, c'est de se lier aux produits oxydés. Par la suite, il faut l'éliminer. La vitamine C possède cette particularité de pouvoir, d'ailleurs, l'oxydation est également un phénomène qui peut être bénéfique pour notre corps. Ce n'est pas toujours un problème de santé. Donc l'oxydation, c'est un effet physiologique qui est normalement qui a beaucoup d'intérêt dans notre corps. Donc la vitamine C a la particularité de procéder à l'élimination de ce complexe. C'est pour cela qu'on urine beaucoup. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on en trouve. Justement, il faut prendre beaucoup de vitamine C justement parce qu'on urine. Synthèse du collagène, synthèse des catécholamines, c'est pour cela qu'on l'appelle également la vitamine du stress, synthèse de la carnitine à partir de la lysine, inhibition de la formation des nitrosamines. La carnitine, il y a des animaux, par exemple, là encore, qui ne peuvent pas produire, nous, au moins, on peut produire de la carnitine. Le chat, par exemple, ne peut pas produire de la carnitine, c'est pour la majorité des carnivores ne peuvent pas produire de la carnitine, ce qui explique. C'est un anti-inflammatoire, anti-histaminique, anti-anémique, anti-hémorragique, donc parce que vraiment l'intérêt de la vitamine C est très vaste. La vitamine C n'aime pas l'aspirine. C'est une interaction qui va dans le sens de la carence en vitamine C. La pilule a également les tétracyclines, méfiance avec les anticoagulants et certains antidépresseurs. En tête, les bêta-glucides, on n'a pas de. Par contre, le cassis, on peut en trouver maintenant, c'est très commercialisé dans les pharmacies. Les kiwis, 2 kiwis par jour, 2 à 3 kilos par jour correspondent à nos besoins quotidiens en vitamine C, bien sûr. Des agrumes, des fraises, des agrumes. Les agrumes, c'est une bonne source. C'est une bonne source également des choses. Je parlerai beaucoup plus de cette interaction positive de la vitamine C avec le fer. La vitamine C assure une bonne liaison pour un produit qui est très assimilable en augmentant l'absorption du fer. La fourchette thérapeutique, comme je vous ai dit, est très variable. C'est-à-dire on peut mettre le paquet, on peut se craindre de complications ou des faits secondaires. Bir bitiriyor 8 kilo 1 kilo 100 bin
شاكر عبي من عدي القصة Complément alimentaire sous forme d'ascorbate de sodium, ascorbate de calcium et non personnel. J'apprécierais le fait de le trouver sous forme d'acide ascorbique pur. Autre information, la vitamine C est très sensible, des fois même à l'effervescence. Même l'effervescence peut occasionner une perte d'une fertilité. C'est très commercialisé en Europe, malheureusement, au Maroc, on n'en trouve pas. Il y a aussi l'acide ascorbique, extrait d'agrumes, ou alors les comprimés à sucer. Les effets secondaires, c'est-à-dire au maximum, on peut avoir une diarrhée. Attention aux personnes qui ont des lithiases, notamment l'ascorbate de calcium, et que la notion d'insomnie, on en parle beaucoup. Il n'y a pas d'études qui confirment cet effet indésirable. À la rétinol, les carotinoïdes, rôle physiologique dans la vision, dans l'intégrité du tissu épithélial, dans la formation des os et la stimulation du système immunitaire. Les personnes qui risquent des problèmes de santé, normalement dans le cadre pour la prévention des infections, contre-indiquées chez la femme enceinte, c'est les femmes allaitantes, les femmes prenant la pilule, et je pense que vous êtes au courant, il y a peut-être une trentaine d'années, quarantaine d'années, le cas des effets tératogènes de la vitamine A introduite, du rétinol introduite chez les femmes enceintes en Inde. On a parlé des spirulines. Les spirulines sont l'équivalent, ce sont des algues qui peuvent être de la marine ou de l'eau douce. D'ailleurs, c'est un produit qui est très commercialisé, on trouve actuellement dans beaucoup de pharmacies, et qui peut assurer en petite partie, je dis bien en petite partie, une supplémentation en pas mal de nutriments. C'est un bon complément alimentaire et naturel. C'est vrai qu'il faut d'abord accepter le fruit parce que c'est vrai que c'est un peu fort. Optez pour la spiruline de l'eau douce, qui est de goût direct et passe très bien et plus acceptable. Et peut être de bonnes sources, un bon accompagnement de nos salades. C'est vrai, on n'a pas l'habitude. Mais d'autres ethnies le font et font que les algues. D'ailleurs, c'est un très bon moyen pour lutter contre pas mal de carences. Là, ce sont des enquêtes pour faire les bêta-carotènes qui sont des vitamines A et leur corrélation avec les cancers. Enquête ne montrant aucune relation entre le risque de cancer et une faible consommation d'aliments riches en bêta-carotène, et de l'autre côté, une enquête montrant une augmentation de risque en rapport avec une faible consommation d'aliments riches en bêta-carotène. Comme vous le remarquez, par rapport au cancer de poumon, il faut la relation est vraiment pratiquement trouvée. Le col de l'utérus, de l'œsophage, de la région pharyngée, gastro-intestinale, de l'estomac. À partir de prostate, le reste, il n'y a pas de preuve. Les cancers de vessie, de sein, de côlon, de rectum, il n'y a pas vraiment beaucoup de preuves pour ça. Là, parce que malheureusement, on ne comprend pas pourquoi beaucoup de nos concitoyens, c'est universel même, présentent actuellement un taux de vitamine D bas. On ne comprend pas pourquoi. Alors, justement. Alors, il y a deux types de vitamines. Il y a la vitamine D1 qu'on n'en parlera pas. La vitamine D2 ou ergo-calciférol qu'on trouve beaucoup plus dans le monde végétal et même dans l'animal, mais beaucoup plus dans le monde végétal, et on trouve qu'on peut synthétiser en laboratoire. D'ailleurs, stérogine, c'est de l'ergo-calciférol. Et le cholécalciférol, c'est l'association du cholestérol calciférol et
fabriquée, c'est une vitamine qui est fabriquée en contact du soleil par nous. Et souvent, on recommande aux personnes de s'exposer au soleil. Mais on oublie de mentionner le temps, la durée et la surface. On peut être carrément nu 15 minutes suffisant, être à moitié nu, et là on peut aller jusqu'à 45 minutes, et ça dépend. Donc il y a une relation avec la surface qu'on expose au soleil. Le problème avec l'ergocalciférol, vous allez voir par la suite que penser à une supplémentation naturelle, ça relève un peu, on va voir. L'ergocalciférol comme complication éventuelle, c'est chez les personnes qui présentent des problèmes de lithiase, donc notamment du renin. D'ailleurs, avant de procéder à cette supplémentation par l'ergocalciférol, surtout la vitamine D2, il faut toujours poser la question, est-ce que vous avez, même dans les antécédents familiers, le problème de lithiase, notamment renin, parce que c'est sûr, si jamais vous optez pour une supplémentation selon le dispositif par l'ergocalciférol, c'est sûr que vous allez droit vers le développement d'un problème de lithiase. Proposer de la vitamine D3 en cholécalciférol, qui est on peut trouver supplémentation à une pensons beaucoup plus à une supplémentation, à une source endogène. La vitamine D3, je n'ai pas commercialisé au Maroc, il faut l'acheter en France. Ça, c'est un petit schéma pour voir votre ration quotidienne en vitamine D. Vous aurez à consommer de l'huile de foie de morue, l'équivalent de 1,5 cuillère à café. Ou alors 12 portions de clous de girofle. Ou alors l'orange au vinaigre, on ne trouve pas au Maroc. Les sardines à l'huile. Là, vous aurez à consommer 20 sardines par jour. Les œufs durs. Non, vous allez remarquer. 50 tranches de 100 grammes de foie de veau. C'est impossible. Exposez-vous au soleil. Ayez une alimentation équilibrée et exposez-vous plusieurs fois par jour. Lorsqu'on le surdosage, moi je noterai beaucoup plus le problème des dépôts de sel de calcium dans les reins, dans les vaisseaux sanguins et les cours du cœur. Avec les effets négatifs que ça peut engendrer, notamment les problèmes de polynéphrétique. C'est sûr qu'en supplémentation en vitamine D, notamment sous sa forme ergocalciférol. Et l'ostéomalacie, contrairement à ce que tout le monde pense, l'ostéoporose. La vitamine D, c'est beaucoup plus l'ostéomalacie. Douleur musculaire et osseuse, bassin thorax rachis, augmentation de la transparence osseuse et fissure à la radio. Alors, la population à risque, femmes enceintes, les enfants adolescents, personnes habitant dans les régions non ensoleillées en hiver, personnes âgées, ceux qui prennent du phénobarbital, du questran, du cortisone et de l'huile de paraffine. Carence en vitamine E, les vitamines E, notamment M, la vitamine C, les sélénium et la kalium, les carotides, les vitamines. Moi, juste pour vous dire que nous avons notre dose quotidienne. On n'a pas besoin de supplémentation en vitamine K, sauf chez quelques personnes bien précises, notamment parce que nous avons notre flore intestinale qui se charge pour fabriquer pour nous notre dose quotidienne en vitamines. Pour les principales indications de vitamines, les pathologies, notamment
les vitamines liposomiques A est contre-indiquée à forte dose et chez les personnes dialysées. La vitamine D en cas d'hypercalcémie, les lithiase calcique. Les vitamines E à très forte dose au cours des traitements par les antivitamines K. La vitamine K à forte dose en IV et K3 chez le nouveau-né. K3 qui est sa forme industrielle. La vitamine B1 à forte dose en IV. PP de la préventif. Forte dose d'acide nicotinique chez les personnes qui présentent des ulcères et des diabétiques. B6, traitement par la dopamine. La vitamine B9, tumeur maligne, carence en B12. B12, c'est le tumeur maligne. Et la vitamine C, notamment pour les déficits en G6PD, les hémochromatoses et les lithiases oxaliques. On parle d'acide gras saturé, d'acide gras insaturé. Sachez que quand on parle d'acide gras essentiel, il y a plusieurs, même des acides gras saturés peuvent être présentés. Je ne parlerai que de ces types d'acides gras. Les acides gras saturés, les palmitiques et l'acide stéarique. Le palmitique et surtout l'acide gras monoinsaturé oléique. L'acide gras palmitoléique, pardon, et l'acide gras oléique. Surtout, je parlerai beaucoup plus de cet acide gras oléique, qui est un bon précurseur de notre bon cholestérol. Et il est très disponible dans l'huile d'olive. Donc, pour les personnes qui désirent éliminer leur mauvais cholestérol, parce que il n'y a pas de mauvais de bon cholestérol. LDL et HDL sont bénéfiques pour le corps. C'est l'excès du LDL qui fait le bien, ce qui peut occasionner des problèmes de santé et des le HDL cherche le cholestérol, apporte le cholestérol vers le foie. D'où il est éliminé. Parce que la voie d'élimination du cholestérol, c'est principalement, voire même à un taux qui dépasse les 97%, c'est le foie. Donc c'est bien d'avoir une alimentation très riche en acide oléique. C'est pour cela qu'on prescrit de l'huile d'olive aux personnes qui ont un taux élevé de cholestérol et notamment un taux bas d'HDL. Juste un dernier mot par rapport au taux de cholestérol. Moi, je serais effrayé en voyant chez un patient un taux de cholestérol bas et je serais moins effrayé chez une personne qui possède un taux de cholestérol élevé. Parce que le taux de cholestérol bas est plus grave qu'un taux de cholestérol élevé avant d'instaurer la prescription des statines. Notamment l'oméga 6 et l'oméga 3, l'acide linoléique et alpha-linoléique. En fait, ce sont des précurseurs qu'on trouve dans nos aliments. Donc, le magnésium, pourquoi? C'est beaucoup plus. Le magnésium est là pour. C'est un cofacteur de l'activation des vitamines B, dans la production de l'ATP, de la perméabilité membranaire. Bien sûr, il a une action. Il joue en balance, avec le calcium, freine la cristallisation du calcium dans les tissus, coenzyme de la delta 6 désaturase, etc. Donc, activité capitale, c'est un capital en magnésie qui est très fragile. Nous avons un capital de 24 grammes comparé à un capital de 1200 grammes de calcium. D'ailleurs, le calcium est le minéral le plus important dans notre organisme, à peu près l'équivalent de 1,5 kg. Donc, le capital magnésique doit se renouveler au bout de 50 jours. Par contre, le capital en calcium est suffisant pour tenir quelque chose comme 8 jours. C'est la fatigabilité, l'agitation, les paresthésies, donc je pense le stress, beaucoup de signes cliniques que tout le monde connaît. Les sources alimentaires, ce sont des cacao, des gerbes de blé, les noix, des amandes. Certains sujets hyperactifs au stress développent une hypersensibilité membranaire aux catécholamines. Et la conséquence
La fixation accrue de catécholamine sur les récepteurs bêta entraîne une sortie du magnésium de la cellule, tandis que le calcium y pénètre. Or, le magnésium, il est actif par sa présence en intracellulaire. Il doit répondre à un certain nombre de règles. Il y a plusieurs règles. Donc, l'apport quotidien, ça doit être entre 300 à 400 mg. Grosso modo, normalement, le poids, c'est selon le poids, mais la moyenne, c'est entre 300 à 400 mg par jour. Mais j'ajouterai une information, c'est que cet apport doit être divisé en 2 à 3 prises minimum. Pourquoi? Parce que l'assimilation, à la fois, contrairement à ce qu'on nous dit, ne peut pas dépasser les 120 mg. Donc, oublions les formes fortes, oublions les monoprises. C'est vrai qu'en plus, bien sûr, ça peut nous donner les 120 mg dont on a besoin, supposons que l'assimilation de ce produit présente des insuffisances rénales sévères. On en parle très très peu. Les personnes qui ont une insuffisance rénale, normalement, on ne doit pas jouer avec la prescription de nutrithérapie de magnésium, mais opter pour ces besoins par des apports alimentaires. La durée de traitement doit être suffisante. La prescription ne doit pas être fonction de la boîte, 10 jours suffisant. La prescription, la supplémentation la magnésiothérapie doit prendre au moins 6 semaines. Il n'y a pas de fenêtre thérapeutique à faire, il n'y a pas de risque à craindre, sauf pour les problèmes d'insuffisance rénale sévère. Pourquoi? Parce que le zinc et le fer sont 2 minéraux très utiles dans notre corps. Le zinc, on parle, les concentrations organiques se font au niveau de l'hippocampe et de l'appareil génital, la fertilité, le foie et la peau. La source alimentaire, c'est les champignons, les céréales, les gerbes de blé, les produits, les oléagineux. En nutrithérapie, on peut aller jusqu'à 15 à 20 mg par jour, peut donner les mêmes signes physiques qu'un manque de fer. On parle souvent de manque de fer, et on prescrit beaucoup de fer, on oublie le zinc. Et le zinc, on peut en trouver dans nos céréales. D'ailleurs, l'autre fois, on a parlé de l'exemple de Seiko. D'ailleurs, peut-être pour rappeler un truc pour les personnes qui n'ont pas été parmi nous, le zinc, il est lié dans surtout parce que l'orge est une bonne source de zinc, mais le zinc, il est lié à une phytoprotéine, produit par les bactéries est un très bon produit pour procéder pour scinder, pour libérer le zinc de sa phytoprotéine. Donc le Seiko est une très très bonne source de zinc. De l'onycologie. L'onycologie, c'est l'étude des ongles. C'est vrai que, malheureusement, on est entre nous, on n'est plus aussi clinicien. Notre examen clinique n'est pas vraiment mené de A à Z. On oublie d'examiner des détails. L'angle n'est pas quelques détails. On a toujours parlé de thérapie, on peut aller jusqu'à 200 mg par kilo. Les acides aminés, je ne vous apprends rien. Quels sont les acides aminés essentiels? Tout à l'heure, je vous ai parlé du tryptophane. J'ai beaucoup de choses à dire sur le tryptophane. Ça, la prochaine fois. Pour le nourrisson, il y a en plus la taurine, et pour le prématuré, il y a en plus la taurine. C'est ce qui explique normalement que la prescription chez le prématuré, c'est bien d'avoir de la cystine en plus, et chez le nourrisson, bien sûr, c'est bien d'avoir de la taurine en plus. Alors, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, j'ai juste oublié de vous dire que le tryptophane peut être également, c'est-à-dire notre corps peut également l'utiliser pour fabriquer, et là c'est exceptionnel, il faudrait peut-être 60 mg par jour de tryptophane pour pouvoir fabriquer de la vitamine B3. Donc la vitamine B3, notre corps peut en fabriquer
non-androgène, ce qui est exceptionnel. Tryptophane, bien sûr, on a la sérotonine et la mélatonine aussi, mais aussi dans l'autre hormone, l'hormone des hallucinations. On trouve la bufoténine qu'on trouve dans les urines des schizophrènes. Entrer en compétition avec le tryptophane, là, ce sont des notions pas assimilées, mais juste pour donner de bons conseils. Le bureau de l'ANSFA pour ce thème très intéressant. Et en fait, notre mission, ça converge avec ce thème-là. D'ailleurs, je rends visite à la majorité de la présence. C'est notre mission, c'est d'apporter les nouveautés en matière de nutrition. D'ailleurs, je fais une parenthèse, ça m'est venu l'exposé de Dr Montani. Donc la prise en charge nutritionnelle d'un patient, ou la prise en charge nutritionnelle adaptée à des pathologies bien précises, c'est une mission du médecin. Parce que c'est vrai, vous avez parlé des nutriments. Il y a les nutriments, les micronutriments, vous les avez détaillés. Il y a les macronutriments, les glucides, protéines, lipides. Donc ça, c'est les nutriments. Il y a les aliments. Les aliments, ça, on parle de richesse d'un aliment en nutriments bien précis. Et il y a des gens maintenant aux médias qui parlent des aliments bien précis, favoriser celui-là, alors qu'ils traitent même des pathologies voilà, à la radio, alors que nous, on milite notre détermination, notre conviction, c'est que la prise en charge nutritionnelle, c'est une pratique du médecin. Voilà, que ce soit en préventif ou en curatif. D'ailleurs, un patient bien nourri, qui s'alimente bien, qui a reçu les conseils en bonne hygiène de vie, il potentialise son traitement. Voilà, c'est ça la parenthèse. Sinon, si vous permettez, je vous parle de notre mission, centrale laitière Danone. Maintenant, c'est Danone. Et comme vous le savez, Danone, partout dans le monde, a une mission bien précise, unique, focalisée sur la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Et il s'agit d'un partenariat depuis 1953 entre Danone et centrale laitière. Il se décline sur plusieurs pôles d'activité, notamment la nutrition infantile. C'est un pôle de recherche Institut Danone partout dans le monde. Il alloue un budget vraiment important, énorme à la recherche scientifique. D'ailleurs, notre mission, c'est d'apporter ces nouveautés en matière de nutrition, les résultats, les conclusions des études dans ce sens. Partout dans le monde, il y a une campagne universelle. C'est les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. C'est la consommation de 3 produits laitiers par jour. Il y a des pays où il y a une surconsommation des produits laitiers. Ça engendre des pathologies, ça engendre des problèmes de santé. Et c'est là, parfois, on importe des articles, des polémiques et tout ça, mais c'est dû à une surconsommation des produits laitiers. Ici au Maroc, c'est au contraire, on a une sous-consommation. Donc l'Organisation mondiale de la santé préconise 3 produits laitiers par jour. D'ailleurs, le ministère de Santé marocain préconise 3 à 4 produits laitiers, dont un yaourt. Donc pourquoi un yaourt? D'abord, il est dense nutritionnellement. Les aliments, chaque aliment est riche. Il y a un aliment riche en vitamine C, le lait est riche. Il manque que le fer pour que le lait soit un aliment complet. Il y a des vitamines, il y a des oligo-éléments, il y a pas mal de macronutriments aussi. Et aussi, j'ouvre une parenthèse, c'est que le lait, il y a aussi des lipides. Il y a aussi des vitamines liposolubles. Donc, il y a une tendance de consommer le lait sans matière grasse, comme dit, écrémé, mais on bénéficie des autres nutriments, mais pas des vitamines liposolubles. D'ailleurs, même centrale laitière enrichit le lait en vitamine A et D3. Et si vous remarquez sur le pack du lait écrémé, donc il y a vitamine D et A, c'est 0, parce qu'il n'y a pas le milieu qui peut porter ces vitamines-là. Donc, moi, j'appelle dénaturaliser le lait. Donc, pour en bénéficier de tous les nutriments du lait, donc il faut le consommer entier. Voilà, pourquoi un yaourt par jour? Parce qu'il est dense nutritionnellement, il est accessible, contribue à l'équilibre alimentaire et apporte les nutriments essentiels au quotidien. Donc, le bon fonctionnement de l'organisme, on l'apporte par l'alimentation. Donc, si vous permettez, je vous parle de l'engagement de centrale laitière
pour accompagner l'État dans ces problématiques de santé publique, elle travaille sur ces produits avec une stratégie nutritionnelle. L'enrichissement du lait, aussi Activia, qui est un yaourt comme tous les yaourts, mais il est enrichi en probiotiques. C'est une souche exclusive Danone qui a connu un recul de 20 ans de recherche, donc qui a fait ses preuves, l'efficacité contre le ballonnement, l'amélioration du temps de transit intestinal et aussi la diminution de la distension abdominale. Comme vous savez, il y a une liaison entre la distension abdominale et la bonne santé. Donc, c'est un indice de bonne santé. Voilà. Aussi, dans le cadre de stratégie nutritionnelle, Centrale laitière a enrichi le fromage frais qui accompagne la diversification alimentaire en calcium. C'est 300 mg par 100 g de produit. Et voilà, il y a une problématique. Les dernières statistiques disent que 29% de la population marocaine ont un taux de cholestérol élevé. Donc, un engagement de Centrale laitière sur la gamme Yaomi, comme c'est la gamme la plus consommée au Maroc, elle a diminué le taux de matière grasse de 14 à 20% selon les produits. Voilà, donc à retenir, les produits laitiers sont indispensables à l'équilibre alimentaire. La consommation des produits laitiers reste faible au Maroc et consommer un yaourt par jour aide à instaurer des bonnes habitudes alimentaires, surtout le bon grignotage au cours de la journée. Voilà, je vous remercie. On va chez l'enfant normal, on n'aime pas le lait. Voilà, il y a la marque d'Anilou qui est destinée à partir de 6 mois. Pour le même consommateur, le même pour assurer une voilà,